Bon, je vais commencer donc le webinaire. Bonjour à tous. J'espère que vous vous portez bien, ainsi que vos familles, malgré les temps particuliers que nous vivons tous actuellement. Je vous remercie de participer à ce webinaire sur la Malaisie péninsulaire. Donc, je m'appelle Annabelle. Je travaille pour le département francophone chez Exo Travel Malaisie depuis fin janvier 2019. Tout d'abord en tant qu'assistante de département et puis en tant que superviseur du département, donc depuis le 1er avril de cette année. Donc même si nous sommes tous plus ou moins encore confinés ou en télétravail, cela ne nous empêche pas d'être inspirés pour mieux planifier les futures demandes et voyages. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la Malaisie péninsulaire, les îles de l'Ouest et les îles de l'Est ainsi que Bornéo ne sont pas inclus dans cette présentation. Elles seront détaillées dans d'autres webinaires. Il est mieux de décomposer le webinaire ainsi pour qu'il ne soit pas trop long et pour que je ne perde pas votre attention. Donc, je vais commencer tout simplement par vous donner quelques informations utiles et générales. Ensuite, je vous expliquerai les moyens de transport et comment fonctionnent les guides en Malaisie. Puis les étapes incontournables ainsi que les hôtels avec lesquels nous travaillons le plus pour le département francophone. Donc tout d'abord, pour vous situer, donc voici la Malaisie qui est située au cœur de l'Asie du Sud-Est et qui est scindée en deux parties. Donc la Malaisie péninsulaire, que l'on appelle aussi la Malaisie occidentale, donc ici, et puis la Malaisie orientale, qui est donc le nord de l'île de Bornéo. Donc sur ces deux territoires, vous avez environ plus de 30 millions d'habitants et pour capitale Kuala Lumpur. Donc, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, nous allons d'abord nous concentrer uniquement sur la Malaisie péninsulaire. Donc, notre première question sera de quand voyager en Malaisie. Donc, tout simplement tout au long de l'année, car c'est un climat tropical avec des températures élevées, 30 à 35 degrés à longueur d'année et une humidité quasi permanente. Il y a quand même une mousson d'hiver qui domine entre novembre et février avec des pluies plus fortes, particulièrement dans les régions de l'Est. Mais les moussons sont bien moins marqués que les autres pays d'Asie, comme par exemple la Thaïlande. C'est pour cela que l'on peut voyager tout au long de l'année. Ce qui est important aussi de prendre en considération pour quand voyager en Malaisie, ce sont les fêtes religieuses et les jours fériés. Car avec la diversité des cultures en Malaisie, qui comprennent trois des civilisations les plus anciennes, malaise, chinoise, indienne, ainsi que les communautés ethniques, je peux vous dire que les fêtes religieuses et les jours fériés sont assez nombreux ici en Malaisie. Pourquoi je vous mentionne cela? Par exemple, le Ramadan qui aura lieu l'année prochaine, donc en 2021 du 12 avril au 11 mai. À ce moment-là, tout fonctionne au ralenti et certains sites touristiques peuvent être fermés, notamment pour le Nouvel An chinois également, qui aura lieu l'année prochaine en février, où je pense notamment le 28 janvier à Kuala Lumpur, où vous avez plus d'1 million de fidèles qui se rassemblent à Batu Cave. Donc il se peut qu'à ces moments-là, si vous voulez, que les chambres d'hôtel soient plus difficiles à trouver ou que les prix peuvent être un peu plus élevés. Ce qui est important aussi à prendre en considération pour les jours fériés, ce sont les guides, puisque les guides seront plus chers que les jours non fériés. Maintenant que nous savons quand voyager, surtout pourquoi venir en Malaisie. Donc, comme je viens de vous le dire, grâce à un climat tropical doux toute l'année. Également grâce à son histoire, puisque l'État était parfois gouverné par le sultanat de Malacca, les Portugais, les Hollandais, les Britanniques, les Japonais, les Britanniques à nouveau, jusqu'à ce que la Malaisie devienne finalement une nation indépendante en 1957. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, c'est tout ce qui donne une diversité culturelle immense, c'est-à-dire un condensé de culture asiatique en un seul et même pays, et puis bien sûr une histoire coloniale importante. Donc, on voit toutes ces influences dans l'architecture, dans les sites, dans la cuisine, une gastronomie excellente et bon marché, notamment une stabilité politique importante avec une harmonie raciale et une population chaleureuse, notamment une population avec laquelle, si les touristes parlent un petit peu anglais, peuvent communiquer, car même si la langue officielle en Malaisie est le malais, l'anglais est très répandu et très parlé. Également, sans oublier que la Malaisie est un trésor de beauté naturelle.
avec une forêt tropicale de 130 millions d'années. On pense souvent que l'Amazonie est plus ancienne que Bornéo ou que la Malaisie, mais non, la jungle ici est la plus ancienne au monde. Donc une fois que vous avez eu toutes ces belles raisons de venir en Malaisie, comment arriver en Malaisie, avec quelle compagnie aérienne. Donc il n'y a plus de vol direct Paris-Kuala Lumpur depuis quelques années déjà. Donc ce sera forcément un vol avec escale. Donc une escale à Londres, Singapour, Dubaï, etc. Également dans la Malaisie, nous utilisons donc pour les vols intérieurs, les vols domestiques, ce sont deux compagnies malaisiennes, Malaysia Airlines et AirAsia. Également, vous n'avez pas besoin de visa pour un séjour de moins de 3 mois. Les touristes doivent tout simplement être en possession d'un passeport ayant une validité d'au moins 6 mois après la date du séjour. Et il n'y a pas besoin de vaccin particulier pour venir en Malaisie. Donc une fois que les touristes arrivent à l'aéroport, avec quel transport allons-on les chercher, et du moins aussi pour le reste du séjour? Donc voici les types de véhicules sur la péninsule. Donc les types de véhicules standards pour 2 personnes, que vous pouvez voir sur les diapositives. Pour 3 et 6 personnes, donc voici les vannes présentées. Et pour 6 à 10 personnes, donc le communautaire van. En ce qui concerne les types de véhicules luxe, donc voici les types de véhicules avec lesquels nous travaillons pour 2 personnes. Également pour 3 et 5 personnes, voici les véhicules de type luxe. Alors avec qui sont-ils transportés dans les véhicules, nos beaux touristes? Donc il faut prendre en considération, il faut faire la différence entre chauffeur, chauffeur-guide et chauffeur et guide diplômé. Donc on a tout d'abord le chauffeur standard, qui est généralement anglophone, utilisé pour les transferts aéroports ou tout simplement pour un transfert d'un point A à un point B. Le niveau d'anglais peut varier d'un chauffeur à un autre. Ensuite, vous avez le chauffeur guide. Donc le chauffeur guide, lui, est plus expérimenté, avec un bon niveau d'anglais, et il peut donner des informations en conduisant. Alors il est à l'aise sur certains sujets, notamment la société malaisienne, la nourriture, etc. Mais il est moins à l'aise, bien sûr, sur d'autres sujets qui seront peut-être un petit peu plus poussés, tels que l'architecture. La différence aussi d'un chauffeur guide, c'est qu'il ne peut pas guider à l'intérieur des sites. Donc, il donne ses explications à l'extérieur des sites et ensuite entre avec les clients. Et un chauffeur guide ne peut pas avoir plus de 6 clients, puisque la loi requiert un guide diplômé à partir de 7 clients. C'est la loi en Malaisie, donc vous êtes obligé d'avoir un chauffeur et un guide diplômé. Nous recommandons également un guide diplômé pour les tours de ville, tels que Kuala Lumpur, Malacca ou Penang. Concernant les guides francophones, à savoir que les guides francophones sont très peu en Malaisie. Ils sont très chers, environ 160 € la journée. Ils sont tous basés à Kuala Lumpur. Donc, par exemple, si vous voulez un guide francophone pour une visite à Penang, nous allons devoir lui payer son billet d'avion, le faire venir un jour avant afin de respecter son amplitude horaire, payer ensuite l'hébergement. Donc, vous voyez qu'à un moment donné, tout ça peut très vite chiffrer un séjour. Et la plupart, de toute façon, des devis FIT sont basés sur un chauffeur guide seul pour tous les réceptifs malaisiens. Je continue donc avec les étapes incontournables de la Malaisie. Je commence par Malacca et non par Kuala Lumpur, même si la plupart des touristes arrivent à l'aéroport de Kuala Lumpur. Car si les voyageurs veulent inclure Malacca dans leur séjour, il est plus logique en termes de temps et de coût de commencer par Malacca. Je vous explique. Malacca se situe environ à 2h15 de l'aéroport de Kuala Lumpur. Si les touristes vont à un premier lieu à Kuala Lumpur, donc 1 heure environ de route pour atteindre le centre de Kuala Lumpur, et cela dépend du trafic et de l'heure d'arrivée. Ensuite, le deuxième jour, ils décident de visiter Malacca. Ils devront faire encore 2h15 de route. Donc, vous voyez que si vous voulez réduire le temps de route, il est plus logique de l'aéroport de Kuala Lumpur de se rendre directement à Malacca. Malacca est également une étape incontournable pour ceux qui atterrissent à Singapour. Vous avez 3 heures de route environ, incluant le temps de passage à la frontière. Donc, vous pouvez arriver de Kuala Lumpur ou de Singapour. Pourquoi visiter Malacca? Donc, Malacca est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Malacca est riche d'une histoire coloniale qui remonte au début du XVe siècle, avec l'arrivée des Portugais, avec l'arrivée des Hollandais, des Anglais. Donc, on remarque bien ces influences dans l'architecture et dans la cuisine.
Donc, ce que l'on appelle la cuisine Peranakan. Vous avez aussi des hôtels Peranakan, des maisons Peranakan. Donc, je vais vous mentionner ce terme plusieurs fois dans ce webinaire. Donc, tout simplement, Peranakan, c'est un mot malais qui signifie demi-caste. Ça désigne les descendants des premiers immigrés chinois arrivés au XVIe siècle, principalement à Malacca ou à Penang, et qui firent souche en se mariant avec des Malaises. Donc voilà, ça offre un bel exemple de métissage entre les traditions chinoises et malaises. Ce qui est intéressant à Malacca, c'est que le touriste se promène à travers des siècles d'histoire, à travers les sites, à travers l'architecture, par exemple dans le quartier chinois avec des bâtiments du XVe siècle, des petites boutiques de créateurs. Ils peuvent découvrir par exemple le plus vieil exemple d'architecture européenne en Asie du Sud-Est, à Famosa, qui est situé sur votre droite. Également l'un des meilleurs exemples d'architecture hollandaise, de Stadius, l'ancien hôtel de ville. Vous pouvez monter sur la colline Saint-Paul pour avoir une très belle vue sur le détroit de Malacca. Donc vous l'aurez compris, hein, l'avantage de Malacca est son patrimoine. Et puis c'est aussi que le centre-ville est vraiment, on va dire, le centre historique de Malacca est à taille humaine, donc très agréable pour visiter à pied ou à vélo. Nous organisons donc des visites privées avec guide anglophone, des visites pédestres d'une demi-journée ou d'une journée, ou également à vélo ou à trichot que vous pouvez voir aussi ici. Donc ce sont des vélos un peu avec une décoration flamboyante, décorés un peu comme des arbres de Noël, assez kitsch, mais une expérience assez unique. Nous pouvons également organiser des croisières sur la rivière Malacca, où il est très agréable de se balader, bordé de petits restos et de street art. Donc nous privilégions toujours les visites à pied. Exotravel recommandera toujours d'ailleurs les visites à pied ou des visites non véhiculées dans un souci de respecter au mieux l'environnement. Donc pour Malacca, une journée de visite suffit, ou 2 jours maximum. Donc vous pouvez passer une nuit avec une journée de visite. Vous pouvez également venir de Kiel à la journée. Bon, il faut quand même compter 4h30 de route au total, 2h15 aller, 2h15 retour. Donc une visite sur place d'environ 3h30, ce qui est tout à fait possible, mais assez rapide quand même. Ou séjourner à Malacca, donc notre hôtel phare, première catégorie, c'est le Pourri Hôtel 3 étoiles, un boutique hôtel. Donc ce que l'on appelle ici un boutique hôtel, c'est un hôtel de charme, de caractère, qui est un petit hôtel qui comprend généralement entre 10 et 100 chambres, souvent avec un style et un concept assez unique. Donc cet hôtel est très beau, très agréable, avec une belle cour intérieure. Il y a même un petit musée à l'intérieur sur l'histoire de l'hôtel et de Malacca. Il est très bien situé, à quelques minutes à pied du centre. D'ailleurs, c'est l'un des quartiers préférés des voyageurs qui visitent en Malacca, selon le retour de nos clients. Vous avez 2 catégories de chambres, une première catégorie supérieure que nous proposons toujours, tout le temps du moins, et puis une deuxième catégorie, ce que l'on appelle la deluxe room, donc pour les touristes qui voudraient une chambre un peu plus spacieuse ou avec une salle de bain un peu plus grande. Voilà, donc c'est un hôtel très bon rapport qualité-prix. En hôtel 4 étoiles, même hôtel 4 étoiles plus, nous proposons le Casa del Rio, qui est un très bel hôtel, très bien situé également dans le centre de Malacca, non loin de l'hôtel Pourri, en bord de rivière. Chaque chambre est luxueusement décorée un peu dans le style méditerranéen avec une touche de style Peranakan. Et toutes les chambres sont donc avec balcon. Vous avez, selon la catégorie des chambres, une vue sur la rivière ou une vue sur la cour intérieure de l'hôtel. En termes d'hôtel 5 étoiles, nous proposons le Majestic Malacca, qui est donc à la base le cœur de l'hôtel. C'est un manoir restauré qui a été agrandi pour abriter donc les chambres, les suites ainsi qu'un spa. Chaque chambre est somptueusement aménagée, alliant luxe, modernité et tradition. Vous avez également une piscine extérieure très bien située sur les rives de la rivière de Malacca. C'est vraiment un hôtel très prestigieux. Je continue avec les étapes incontournables de la Malaisie. Ensuite, après Malacca, voici Kuala Lumpur. Donc Kuala Lumpur, en arrivant à l'aéroport de Kuala Lumpur, vous avez environ 1 heure, plus ou moins, pour regagner le centre de Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, c'est la capitale de la Malaisie. C'est une métropole animée hein, dont les points de repère uniques sont reconnus dans le monde entier, notamment grâce aux tours jumelles les plus hautes du monde, les tours Petronas, que vous pouvez voir ici sur cette photo.
KL, qui est ainsi surnommé par ses habitants, est un mélange harmonieux de culture et d'histoire, car c'est une ville qui a très bien réussi à combiner l'ancien et le nouveau, qui crée un contraste harmonieux et qui rend la ville très attrayante. Puis c'est surtout un melting pot de culture, l'une des villes les plus attrayantes d'Asie qui coexiste avec les monuments du passé. Nous recommandons aussi pour la visite de Kuala Lumpur une visite à pied, une visite aussi en transport en commun. Donc c'est une visite privée, c'est notre excursion phare, on va dire, avec guide anglophone. Donc pendant une journée, vous découvrez les sites incontournables de Kuala Lumpur, Chinatown, Little India, les temples, Kampong Bahru, une enclave dans le Kuala Lumpur moderne, le centre historique, la place de l'Indépendance, la mosquée Majid. Voilà, on peut facilement y passer 2 jours à Kuala Lumpur. Donc tout cela, bien sûr, dépend de l'intérêt des touristes et combien de temps ils veulent séjourner. Nous proposons des excursions selon la demande des clients thématiques, donc demi-journée ou à la journée, en visitant un quartier un peu plus poussé, ou par exemple en proposant des cours de cuisine, ou en proposant les plus beaux marchés de Kuala Lumpur. Nous avons une offre très très diversifiée à Kuala Lumpur. On peut également y rester plusieurs jours, en partant dans des excursions à la journée en dehors de Kuala Lumpur, dans la campagne malaisienne par exemple, ou à Batu Cave, que vous pouvez ici voir sur la droite, donc qui est un ensemble de grottes calcaires situées au nord de Kuala Lumpur, qui est le plus grand sanctuaire hindou hors de l'Inde. Donc c'est vraiment un site à ne pas manquer quand on vient visiter Kuala Lumpur. Voici nos hôtels donc en termes d'hébergement pour Kuala Lumpur. Le Verdant Hill, premier hôtel, 3 étoiles, donc situé à 5 minutes du quartier de Boutique Bitang, un quartier très animé. Le Verdant Hill est très bien situé, comme je vous l'ai dit, la piscine extérieure, donc à côté du bar et du restaurant, propose 2 catégories de chambres. Toutes les chambres sont des suites chambres spacieuses et modernes, très confortables. Et c'est également un très bon rapport, un très bon hôtel, rapport qualité-prix. En hôtel 4 étoiles, l'hôtel Stripe, qui est un hôtel moderne, très moderne. Son plus, c'est vraiment la piscine qui donne sur la tour qui est elle. Vous avez plusieurs catégories de chambres, elles sont toutes faites sur mesure et sont un mélange unique de design contemporain et de chic urbain, reflétant un peu l'histoire et le caractère du quartier. Donc, même le mobilier est personnalisé pour chaque chambre. Toujours dans un hôtel de catégorie 4 étoiles, le Trader Hotel, donc, qui est d'une qualité supérieure, si vous voulez, grâce à un emplacement central privilégié, situé en plein cœur de KL, avec une vue exceptionnelle sur les Twin Towers, donc depuis la piscine ou depuis les chambres. Quand nous proposons le Trader Hotel, en principe, nous proposons la première catégorie de chambres, puis nous proposons également en supplément une chambre avec vue sur les tours Petronas. Comme ça vous donne, vous, une idée du prix et que vous pouvez proposer ou non à vos clients. Donc très bien situé, et puis un très grand hôtel, un moderne, avec 4 restaurants et 4 bars. En termes de hôtel 5 étoiles, nous proposons également donc la Villa Samadhi, qui est située dans un quartier haut de gamme, un petit peu plus excentré du centre par rapport aux autres hôtels que je viens de vous mentionner. La Villa Samadhi, c'est vraiment une somptueuse propriété qui incarne un peu l'élégance du sud-est asiatique, inspirée de l'architecture traditionnelle malaise, tout en préservant l'environnement naturel. De plus, avec une végétation luxuriante, donc qui en fait vraiment un havre de paix dans la capitale de Kuala Lumpur. Parfait pour les lunes de miel, mais à savoir, très important, dans cet hôtel est interdit aux enfants de moins de 12 ans. Vous avez un bar sur le toit également, c'est vraiment un hôtel de luxe. Bon, je vous propose donc certains hôtels, quelques hôtels. Bien sûr, je ne peux pas tous vous les énumérer, puisque nous avons en Malaisie vraiment une gamme, un large choix d'hébergements touristiques et des hébergements de qualité. Je continue donc avec une autre étape qui est Taman Negara. Donc, pour ceux qui voudraient faire des randonnées, c'est le parc national le plus près de Kuala Lumpur, qui se situe environ à 3h30 de Kuala Lumpur.
C'est le premier et plus grand parc national de Malaisie qui est étendu sur plus de 4000 km². C'est l'une des plus anciennes forêts tropicales, hein, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure. Donc, pour vous dire que la diversité de la flore et de la faune ici est phénoménale, hein, et ce qui en fait l'un des écosystèmes les plus riches au monde. Bon, la particularité de Taman Negara, c'est que nous ne pouvons le vendre que en package. Donc, on ne peut pas dissocier l'hôtel des activités. C'est forcément tout inclus. Même la pension complète est inclue. Ce n'est pas de notre choix, c'est l'hôtel qui nous impose donc ce package. Donc, pendant 3 jours et 2 nuits, vous êtes à Taman Negara, une immersion vraiment dans la jungle avec plusieurs randonnées de jour, de nuit, un parcours dans les arbres qui est la canopée la plus longue au monde. C'est super impressionnant. Vous avez également des balades en pirogue, des cascades. Voilà, et puis donc vous êtes logé, donc nous ne proposons qu'un hôtel bien entendu. Vous êtes logé donc au Mutiara Taman Negara Resort. Donc la particularité, on va dire le must de cet hôtel, c'est que c'est le seul complexe à l'intérieur du parc national de Taman Negara. Donc le Mutiara Taman Negara possède un superbe cadre, hein, de forêt tropicale, surplombant d'ailleurs 2 rivières, Tembeling et Tahan. Et puis vous avez un petit peu donc la forêt tropicale, les animaux, les singes, les oiseaux, etc. Donc tous les tours proposés sont des tours groupés ou privés. Voilà, en compagnie d'un guide local naturaliste anglophone, bien sûr. Je continue donc après Taman Negara, l'étape, souvent la suite de l'étape, donc c'est Cameron Island. Cameron Island, donc soit depuis Taman Negara, donc environ 3h30 de route. Mais pour ceux qui ne souhaitent pas aller à Taman Negara, on peut très bien donc partir de Kuala Lumpur directement à Cameron Island. Et là encore, il faut compter environ 3h30 de route, hein, pour atteindre Cameron Island. Cameron Island, c'est une ancienne station climatique d'altitude, 1500 mètres d'altitude, créée par les Britanniques au 19e siècle. Constituée de 3 villes principales, Cameron Island est la plus grande station de montagne de Malaisie. Elles sont caractérisées par la fraîcheur de son climat tempéré et son superbe panorama, puisque Cameron Island est réputé vraiment pour ses vallées ondulantes, pour ses immenses plantations de thé, pour ses fermes maraîchères, pour un parc de culture de fraises. C'est d'ailleurs le premier producteur de fleurs et de thé en Malaisie. Donc les activités que vous pouvez effectuer à Cameron Island, ce sont à bord d'un 4x4, ce sont des journées, demi-journées ou journées d'exploration des Cameron Island, en groupe ou privé, accompagné d'un guide naturaliste. Donc vous avez soit la visite donc à la journée, l'excursion à la journée, qui est en termes de randonnée, je dirais de catégorie moyenne, mais un peu plus difficile, si vous voulez, que si vous choisissez l'excursion randonnée demi-journée. Puisque la randonnée demi-journée Mossy Forest, ce sont des parcours sur des planches en bois, donc beaucoup plus facile que si c'était donc l'excursion à la journée. Dans les 2 excursions, demi-journée ou journée, bien sûr, vous avez donc cette randonnée et vous avez plantation de thé et une fabrique de thé incluse. C'est vraiment l'élément incontournable de Cameron Island. Si les clients désirent uniquement faire une demi-journée, nous pouvons tout simplement faire un départ après cette journée de randonnée ou leur laisser du temps libre dans les Cameron Islands pour profiter des hauteurs, de ce climat tempéré. Ou nous pouvons aussi proposer, pour agrémenter la journée, par exemple, une ferme aux papillons qui vous permettra de découvrir plantes et insectes typiques de la Malaisie. Ou nous pouvons proposer un musée tel que le Time Tunnel, qui est un musée qui retrace l'histoire de Cameron Island depuis sa découverte par les Anglais jusqu'à aujourd'hui. Cameron Island, c'est minimum une nuit. On ne peut pas l'organiser à la journée depuis Kuala Lumpur, c'est trop loin. Et sachant également que c'est quand même des routes de montagne et cela prend beaucoup plus de temps. Donc minimum une nuit, mais je vous conseille fortement 2 nuits pour profiter vraiment de toutes les activités et de la beauté des Cameron Islands. Donc une fois que vous avez vraiment le temps de profiter sur 2 nuits de Cameron Island. Voici les hôtels que nous proposons donc à Cameron Island. Le premier, c'est le Strawberry Park Resort, 3 étoiles, qui est situé au milieu d'une colline. Donc un cadre très très paisible. Très grand hôtel, piscine intérieure, sauna, spa, tennis, hein, vous pouvez lire, 3 restaurants et 3 bars.
Toutes les chambres ont un balcon privé. Et selon la catégorie de chambre, il y a 4 catégories de chambres différentes dans cet hôtel. Vous avez soit une vue sur le jardin de l'hôtel, soit une vue sur la vallée. En termes, donc catégorie 4 étoiles de Lake House, qui est une demeure scottish du 19e siècle. C'est vraiment le manoir de campagne anglais, hein, le plus authentique des Cameron Highlands. C'est de toute beauté, hein. Vraiment, vous avez des chambres somptueuses. Toutes les chambres ont un lit à baldaquin avec parquet, cheminée dans le salon. Vous avez vraiment cette ambiance cosy, un peu charme rustique et d'antiquité. Donc, c'est vraiment un hébergement luxueux avec vue sur les Cameron Highlands. Pour les clients qui ne séjournent pas dans cet hôtel, il est possible de faire un arrêt dans l'après-midi. Par exemple, vous pouvez faire une demi-journée de visite de Cameron Island et l'après-midi se rendre au Lake House pour faire un afternoon tea with scone. Donc tout simplement, vous pouvez voir la beauté de cet hôtel et toute cette décoration chic britannique. Je continue donc avec catégorie 5 étoiles, Cameron Island Resort, qui pareil, charme colonial, un édifice d'époque coloniale britannique de 1930, sur les hauteurs de Cameron Island, qui culmine à 1460 mètres, hein, avec un grand golfe en contrebas et un très très beau point de vue. Donc de même, une ambiance très chaleureuse, de superbes chambres, plusieurs catégories, 4 catégories de chambres, mais la première catégorie de luxe room est très très bien. Et vous pouvez également, dans cet hôtel, comme le Lake House, faire un arrêt pour profiter d'un afternoon tea, donc avec des scones. Une fois que vous avez profité donc de la magie des hauts plateaux, vous pouvez continuer votre route, donc votre étape, et en passant par Hippo. Donc Hippo, c'est une ancienne ville minière qui est très réputée, qui a été très réputée après 1845 avec la découverte des gisements de fer. Donc les colons britanniques ont laissé derrière eux de très beaux bâtiments coloniaux. Donc c'est un stop sur la route. C'est souvent une étape oubliée d'ailleurs par les touristes par manque de temps, mais Hippo vaut le détour. Donc on peut tout simplement s'y arrêter 1 heure ou 2 heures en se baladant à pied. Donc situé à 2 heures et quart de Cameron Island, ou tout simplement, on peut aussi y passer la nuit afin de profiter plus amplement de la ville et approfondir ses visites. Et donc, comme je vous le disais, Hippo est réputé donc, pour ses bâtiments coloniaux et est réputé pour avoir les meilleures antiquités donc, de Malaisie, une architecture assez fantastique, on pourrait dire, son centre-ville qui regorge d'œuvres de street art. Vous avez aussi, bien sûr, il faut prendre en considération la cuisine, puisque vous avez des biscuits et pâtisseries qui ont été créés dans les années des débuts 1900 et qui sont encore fabriqués à la main. Vous avez le célèbre café blanc d'Hippo, le white coffee, qui diffère du café noir car les fèves ne sont pas torréfiées au sucre. Vous avez aussi de nombreuses spécialités locales à goûter à Hippo. Donc, pour un arrêt, soit un stop, donc un arrêt d'1 heure ou 2 heures pour se balader dans la ville à pied, ou vous pouvez très bien également y passer la nuit. En termes d'hôtel, à Hippo, donc, nous proposons le M Boutique, 3 étoiles, qui est situé à 10 minutes à pied de la vieille ville, puisqu'à Hippo, vous avez une vieille ville et une nouvelle ville. Donc, c'est un boutique hôtel de charme, un hôtel thématique, un peu au terme urbain, assez original, avec 93 chambres urbaines chic, une décoration assez branchée. Donc, en première catégorie d'hôtel, c'est celui que nous recommandons. Il y a un autre hôtel également à Hippo qui s'appelle The Banjaran Hot Spring Retreat, 5 étoiles. Donc c'est le plus bel hôtel d'Hippo, mais aussi l'un des plus bels hôtels de Malaisie. C'est vraiment un hôtel unique, un hôtel spa au pied des falaises, disséminé dans un paysage magique, un peu fait de pics karstiques, de chutes d'eau, de cavernes, vraiment en harmonie avec la nature. Un coin zen par excellence. D'ailleurs, tout a été pensé pour le bien-être. Méditation, spa, yoga. C'est un très très bel hôtel. Vous avez donc 3 catégories de chambres. Donc la différence des catégories de chambres, c'est la vue. Donc soit la vue sur la vallée, soit sur le lac ou sur les jardins. Mais toutes les villas, donc 45 villas, toutes ont une piscine privée et un jacuzzi à l'eau thermale.
Donc, pour par exemple des packages lune de miel, c'est vraiment l'hôtel de luxe par excellence. Nous continuons donc ensuite après Hippo. Donc, votre étape à Hippo, vous pouvez donc continuer sur Penang. Penang qui se situe environ à 2h30 d'Hippo. Pour ceux qui ne s'arrêteraient pas à Hippo, de Cameron Island, il faut compter environ 4 heures de route. Donc Penang, ce qu'on appelle Penang, donc Georgetown, c'est vraiment l'appel de l'Orient. C'est Georgetown, la capitale même vivante de Penang, qui a été proclamée donc patrimoine mondial de l'UNESCO en 2008. Plein de caractères. Cette cité est marquée vraiment par son passé historique et ses différentes cultures, d'ailleurs beaucoup plus que dans les autres villes de la Malaisie. Les différences culturelles et le passé historique est encore plus marqué. La plupart des attractions sont à quelques pas les unes des autres, donc ce qui est idéal pour visiter Penang pardon, à pied ou par exemple en trichot, que vous pouvez voir aussi ici sur cette photo. Vous avez de nombreux temples, de nombreuses maisons à visiter. Chez Widgety, les maisons chinoises sur pilotis qui datent du 19e siècle. Penang est également connu dans le monde entier pour son street art. Donc vous avez tout cet avantage culturel dans Penang. Donc on peut visiter Penang sur une journée, mais souvent sur 2 jours. On recommande même souvent 2 jours de visite à Penang. On a aussi des excursions donc sur des thématiques, donc la famille, la cuisine, où on peut très bien allier par exemple une balade à vélo dans la campagne et en fin de journée visiter un temple. Puisque Penang est réputé pour son côté culturel, architecture, mais Penang est aussi réputé pour son côté nature. Donc, par exemple, le parc national, qui est donc le plus petit de Malaisie, mais qui contient quand même une centaine d'espèces végétales et animales. On y trouve également un lac naturel, un pont suspendu, idéal pour les randonnées. Donc, on peut facilement aussi allier une journée randonnée et baignade. Notamment, je peux vous citer la colline de Penang, aussi, qui est un lieu de tranquillité pour échapper à la chaleur de la ville, qui se situe à plus de 800 mètres d'altitude. Bon, un funiculaire, hein, il dépose les touristes au sommet en moins de 30 minutes. Vous avez également une super plateforme panoramique au sommet où vous pouvez admirer la vue panoramique de Georgetown, la vue spectaculaire de Georgetown. Et vous avez également de nombreux sentiers. Dans Penang, donc, ou autour de Penang, vous avez également de très beaux jardins tropicaux, notamment le jardin botanique de Penang qui se situe sur 30 hectares de verdure, un peu pour vous ressourcer si vous voulez, loin de l'agitation de la ville, et la flore y est très abondante. Donc, comme je vous le disais, une journée peut suffire à Penang, mais c'est vrai que pardon, 2 jours de visite sont recommandés pour visiter toutes les beautés de Penang. En termes d'hôtel, donc en hôtel 3 étoiles, nous proposons le Montreux Muse, qui est un hôtel boutique hôtel, hein, qui est vraiment, alors là, quand je dis boutique hôtel, c'est par excellence puisque vous avez 9 chambres. Donc c'est vraiment un très petit hôtel. C'est une écurie qui est devenue un hôtel de charme. Vous avez des chambres spacieuses et aérées que vous pouvez voir, notamment ici avec des tons clairs et boisés, un typique d'une certaine époque coloniale. Donc vous avez plusieurs catégories de chambres. On propose toujours la première catégorie qui est très spacieuse et qui est très bien, la Muse Room. Vous n'avez pas de piscine par contre dans cet hôtel, mais cet hôtel est très très bien situé, en petite structure vraiment au cœur de Georgetown. Si les clients par exemple désirent une piscine, là on peut donc vous proposer le Nordin Muse 4 étoiles. Alors, cet hôtel est aussi situé au cœur de Georgetown, mais exactement, il est situé hors de la zone classée par l'UNESCO. Donc, si vous voulez, c'est un endroit beaucoup plus paisible, un peu à l'écart de la cohue touristique, qui est quand même assez appréciable. Et cet hôtel, donc c'est une ancienne demeure Peranakan, c'est 2 shop house restaurés, tout simplement, avec une atmosphère un peu des années 1900, plus tard, 1950 aussi. Et c'est un magasin converti, en fait, qui était à l'origine pour les trichots.
et les charrettes à main, voilà, qui peuplaient la rue Nordine au début des années 1900. Donc c'est un très très bel hôtel également, un très bel boutique hôtel, donc de 16 chambres. En hôtel 5 étoiles, catégorie 5 étoiles, donc nous proposons le Seven Terrace, qui est donc une authentique demeure chinoise. C'est une rangée, en fait, si vous voulez, de 7 maisons en terrasse, donc de 7 shop house anglo-chinoises de la fin du 19e siècle, avec des détails décoratifs importés d'Angleterre et de l'architecture traditionnelle du sud de la Chine. Vous avez des suites, ou plutôt des duplex, et des appartements très spacieuses, très élégantes. Vous avez également une magnifique cour centrale. On a vraiment l'impression d'être dans une demeure de riches chinois Peranakan. Donc c'est l'un des hôtels les plus luxueux du centre de Georgetown, l'un des plus splendides. En termes un autre hôtel également splendide, 5 étoiles, c'est le Eastern and Oriental, qui est un hôtel avec du style et de l'élégance, un hôtel historique qui a été créé en 1885, qui fut d'ailleurs pendant des années le rendez-vous de la communauté anglaise de Penang. Le Eastern and Oriental est vraiment un hôtel de luxe composé uniquement de suites, et c'est le seul hôtel avec un front de mer sur le site du patrimoine mondial de l'UNESCO de Georgetown. Donc même l'hôtel le plus prestigieux de Penang. Donc voici pour les hôtels à Penang. Donc nous continuons avec Belum, qui est donc la dernière étape incontournable de la Malaisie péninsulaire. Donc depuis Georgetown, vous avez environ 3 heures de route, mais vous pouvez très bien arriver par exemple de Cameron Island, qui est environ 4 heures de route. Belum se situe au nord de la péninsule, donc une forêt vierge tropicale, bien sûr, un site protégé dans la vallée de Belum, la beauté naturelle du parc national de Royal Belum, où on peut observer certaines espèces en voie de disparition, comme le gore, qui est un genre de buffle, ou l'éléphant d'Asie. On peut également y observer 10 espèces de calaos. Et l'activité principale, on va dire, donc d'une journée passée à Belum. Donc l'idéal est de rester de nuit à Belum, puisque c'est un petit peu plus loin quand même. Mais c'est vraiment une immersion dans la jungle. Donc vous partez en excursion à la journée, donc d'abord en bateau, et vous vous arrêtez à certains endroits. Donc vous êtes sur le lac, vous vous arrêtez à certains endroits, et le but, bien sûr, est de randonner, mais de chercher la Rafflesia, qui est donc la plus grosse fleur au monde, qui peut peser jusqu'à 10 kilos et qui éclot uniquement 7 jours dans l'année. Donc il faut vraiment avoir de la chance. Donc tout ça pour vous dire que de temps en temps, si on compare par exemple Belum avec Taman Negara, Belum est un peu plus authentique, est un peu plus une randonnée poussée, parce que parfois les guides naturalistes et professionnels vont devoir, sur certaines pentes ou autres, mettre en place des cordes, et les clients devront un peu grimper pour chercher la fleur. Donc il faut être un peu plus sportif, si vous voulez, à Belum que par exemple à Taman Negara. Donc c'est un tour groupé pour découvrir la nature majestueuse donc de Belum, sa faune et sa flore. Et dans la journée, vous avez donc une rencontre aussi avec les Orang Asli. Vous vous arrêtez près de leur village. Ce sont donc une tribu indigène de Malaisie. À Belum, c'est assez simple puisque nous travaillons uniquement avec un hôtel, qui est le Belum Rainforest Resort, qui est situé donc sur l'île de Banding. Une architecture moderne en bois. D'ailleurs, l'hôtel est très bien intégré dans son cadre, à la lisière de la forêt tropicale. Tout a été pensé justement pour intégrer au mieux l'hôtel à son environnement, avec le bois, bien entendu, pour élément dominant, et de grandes baies vitrées laissant pénétrer la lumière. Vous avez plusieurs catégories de chambres également. Donc, on propose toujours la première chambre que vous pouvez voir ici, qui est une Aslani Room. Sinon, vous avez également des villas et des chalets dans ce restaurant. Donc, très joli restaurant avec un spa et une piscine, des piscines qui surplombent le lac. Voici donc pour les
des étapes incontournables donc de la Malaisie. Maintenant, pour vous donner une idée, si vous voulez, pour vous donner une idée pour comment plus ou moins créer un itinéraire. Donc, on part à la base de Malacca, Kuala Lumpur, Taman Negara, Cameron Island, Ipoh, Penang. Vous avez un autre itinéraire à la place de Taman Negara, Belum. Alors, bien sûr, ça, ce sont des itinéraires types. Hein. On peut toujours modifier pour des gens qui n'auraient pas envie d'aller à Ipoh, pour des gens qui n'auraient pas envie d'aller à Cameron Island, tout simplement. Donc, ce que je vous expliquais tout à l'heure, soit vous avez donc un transfert d'un point A à un point B avec un chauffeur seul, soit on met en place ce qu'on appelle un overland, c'est-à-dire avec un chauffeur guide anglophone ou un chauffeur et guide diplômé anglophone ou francophone. Donc, si vous voulez, entre chaque étape, par exemple, entre Kuala Lumpur et Taman Negara, on inclut des visites étapes donc dans chaque ville pour découvrir davantage les beautés de la Malaisie, hein, pour offrir plus. Ce n'est pas uniquement d'un point A à un point B, hein, avec un guide, avec un chauffeur guide. Hein. Vous avez beaucoup plus de visites incluses entre chaque étape. Bien sûr, donc là, je vous ai présenté uniquement la Malaisie péninsulaire sans ses îles. Mais ce qui revient le plus dans nos demandes, bien entendu, hein, en Asie et en Malaisie, c'est de combiner, si vous voulez, ces parties de ces étapes incontournables avec le balnéaire. Donc ça, ce sera le prochain webinaire que je vous présenterai. Donc je vous ferai les îles de l'Ouest avec l'île de Langkawi et l'île de Pankorlot. Donc je vous expliquerai bien sûr comment y arriver. Et puis du côté est, nous avons les îles de Perhentian, l'île de Redang. Et ici, elles ne sont pas mentionnées, mais vous avez également l'île de Tioman ou l'île de Rawa. Donc ça, je vous expliquerai dans un prochain webinaire. Voilà, j'espère avoir été claire. J'espère que vous vous êtes remémoré pour certains des informations et que vous avez appris de nouvelles choses sur la Malaisie péninsulaire. N'hésitez pas, si vous avez des questions, allez-y, vous pouvez me les poser. Si vous n'avez pas des questions, ou je veux dire, si vous préférez me demander des demandes spécifiques ou des retours, vous pouvez toujours également me contacter. Donc, mon email qui apparaît ici. Alors, on me demande vol direct à Malacca. Malacca, il y a très peu de vols, mais vous pouvez par exemple faire Malacca-Penang. C'est possible avec Malindo Airlines. Mais c'est vrai qu'il y a très peu de vols Malacca. Sinon, si vous parlez des vols internationaux, non, c'est uniquement Kuala Lumpur ou Singapour. Et pour les groupes, pour le guide, donc les groupes, ça sera forcément un guide diplômé, puisque les groupes, alors les FIT, pour nous, c'est jusqu'à 9 personnes, et ensuite, à partir de 10 personnes, nous les considérons les clients comme un groupe. Alors, je ne vois pas très bien toutes les questions, je suis désolée si j'en oublie. Je vais essayer d'agrandir. Alors, donc oui, pour les groupes, je vous ai répondu. Hein. Alors, on me demande également si on peut voir des orang-outans sur la péninsule. Alors, il y a un endroit qui s'appelle Boutique Mérang, qui se situe près de Penang. Si vous insistez, nous pouvons bien sûr l'inclure au programme, mais nous ne recommandons pas puisque ça ne rentre pas dans nos critères chez ExoTravel. Si vous voulez, des conditions des animaux et autres. Donc, nous ne le proposons pas. Sinon, les orang-outans, bien sûr, vous les retrouverez sur l'île de Bornéo. Et ça sera aussi dans un prochain webinaire. Alors, on me demande aussi si c'est une possibilité facile d'avoir des guides francophones. Alors, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, les guides francophones sont peu et donc assez chers de plus. Hein, il faut compter 160 € environ la journée. Si on s'y prend à l'avance, oui, oui, on peut quand même trouver des guides francophones pour les groupes, bien sûr. Le prochain webinaire sur les îles, je vais vous dire la date. Un instant, s'il vous plaît.
Donc ce sera le mardi 2 juin. Mais je vous enverrai bien sûr, comme ça a été fait pour la Malaisie péninsulaire. Je regarde si j'ai d'autres questions, hein. Sinon, comme je vous l'ai dit, vous pouvez aussi me contacter, hein, bien sûr, si vous avez des demandes spécifiques ou même certaines questions ou autres. Alors, on me demande aussi, non, c'est bon, je ne vois plus. Alors, bien sûr, on fait également des locations de voitures sur la Malaisie péninsulaire. Donc sans chauffeur. Vous récupérez soit la voiture à l'aéroport de Kuala Lumpur, soit donc on organise à votre hôtel où on vous donne l'adresse pour aller récupérer la voiture. Donc des autotours, on en organise aussi de plus en plus d'ailleurs. C'est possible et c'est assez facile. Bon, la conduite est à gauche, mais sinon c'est très bien indiqué. Et puis c'est vrai que la Malaisie est un pays, je dirais, un petit peu plus développé, notamment au niveau des infrastructures, comparé à d'autres pays d'Asie. Donc vous avez de très bonnes routes. Mais bien sûr, les autotours sont possibles, avec toujours un GPS, bien entendu. Alors, on me demande également si Penang peut être une étape balnéaire. Oui, c'est possible, bien sûr, puisque vous avez, si vous voulez, Penang, c'est une île, hein. À la base, si je vous remontre Penang, Penang, c'est une île. D'ailleurs, vous avez le plus long pont d'Asie ici pour arriver sur Penang. Donc, euh, quand on parle des plages, on parle de Batu Ferringhi. Donc, nous avons des hôtels également situés en bordure de mer. Donc, c'est possible à Penang. Mais c'est vrai que, sincèrement, c'est plus joli d'aller par exemple, de passer un jour de moins à Penang et ensuite même de passer 2 nuits sur l'île de Langkawi. Vous y avez accès par ferry en 2h45. Euh, je vous conseillerais quand même une étape balnéaire à Langkawi plutôt qu'à Penang. Euh, Alors, nous sommes situés, donc je suis située on me demande dans quelle ville nous sommes situés. Donc, nous avons des bureaux à Kuala Lumpur, mais la plupart de notre équipe, dont le département francophone, est situé sur l'île de Bornéo, à Kota Kinabalu. Alors, on me demande également pour la côte Est. Donc, la côte Est, c'est plus visité pour les îles, puisque on peut dire que Belum est un peu situé sur la côte Est, mais sinon, ensuite, vous avez surtout des villes étapes, notamment selon les horaires des bateaux. Parfois, vous êtes obligé de passer une nuit, notamment dans le nord à Kota Baru ou un peu plus dans le sud à Johor Bahru. Donc, ce sont plutôt des villes d'étape que des villes touristiques. Oui, on me demande également pour le prochain webinaire l'heure, ce sera pareil, donc le 2 juin à 10h. Donc 10h pour vous et 16h pour moi, puisque nous avons 6 heures de décalage en été et donc 7 heures en hiver. Alors on me demande bien sûr, hein, c'est à propos du Covid. Écoutez, actuellement, nous sommes déconfinés depuis le 12 mai, mais encore assez contrôlés avec des règles assez strictes jusqu'au 9 juin. Jusque-là, le gouvernement ne s'est pas prononcé sur la réouverture des frontières. Je parle des frontières pour l'international. Donc, il faudra attendre, je pense, mi-juin ou début juin pour avoir plus d'informations. On me demande si Alice Lefebvre, que la plupart d'entre vous, j'imagine, devez connaître. Non, Alice donc, était ma manager quand j'ai commencé à ExoTravel. Et elle est passée, donc, depuis le 1er avril, Product Manager. Bon, elle est toujours dans la compagnie, mais elle ne travaille plus pour le département francophone.
Alors, le PowerPoint, il sera mis donc sur le site internet Exotravel. Donc, dans l'onglet Agent Hub. Donc, si vous n'avez pas de connexion ou autre, vous pouvez me contacter et demander. Et donc, vous pourrez revoir et regarder le PowerPoint de nouveau en format PDF. Et il sera également mis, je pense, dans les jours à venir sur YouTube. Alors, écoutez, on me demande également s'il y a un risque que le visa soit de nouveau obligatoire avec le Covid. Non, je ne peux pas vous dire non à 100%, mais je ne pense pas du tout puisque personne, si vous voulez, a émis cette nouvelle réglementation. Non, non, je ne pense pas et je n'espère pas. Alors, on me demande également si je fais le maïs. Alors non, je ne fais pas le maïs. Le maïs, c'est une de mes collègues Jazima. Contactez-moi par email et je vous donnerai son contact. On a un département maïs à Exotravel Malaisie. Ok. Bon, je ne crois pas qu'il y ait d'autres questions. Comme je vous l'ai dit, hein, contactez-moi par email. Je répondrai bien sûr à toutes vos demandes. Ça me fera même très plaisir. Je vous remercie vraiment d'avoir participé à ce webinaire. Mon premier webinaire d'ailleurs, donc et j'espère que vous serez tous aussi présents pour les îles le 2 juin. Voilà. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée.